La Grèce antique a transmis à nos sociétés modernes un patrimoine culturel et matériel extraordinaire. C'est une civilisation incontournable de l'Antiquité qui a laissé des récits, des édifices ou encore des philosophies. Il est difficile aujourd'hui de ne pas connaître des lieux tels que le Parthénon, de ne pas connaître des récits tels que l'Iliade et l'Odyssée, ou d'ignorer des noms tels que Platon, Aristote ou encore Socrate. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons plus particulièrement à la pensée politique des Grecs et nous nous pencherons davantage sur la première démocratie de l'histoire, la démocratie athénienne. Allez, générique. Parler du monde grec antique, ce n'est pas une mince affaire, puisque si la Grèce antique forme un ensemble culturel assez homogène, même langue, même religion et même références culturelles, il n'en est pas de même pour la politique. Petite précision, le monde grec de l'Antiquité ne correspond pas du tout à ça. Ça, ce sont les frontières de la Grèce moderne, celle d'aujourd'hui. Dans l'Antiquité, le monde grec ressemble plutôt à ça. Un ensemble de cités indépendantes les unes des autres, partageant une culture similaire, mais qui ne partagent pas du tout les mêmes régimes politiques. Alors, quels sont ces régimes politiques ? Comme je vous l'ai dit, chaque cité possède son propre fonctionnement politique. Et comme on ne peut pas voir chaque cité une à une, nous allons nous intéresser à la typologie politique d'Aristote. Aristote est un philosophe du IVe siècle avant notre ère. Et si vous vous souvenez bien, nous en avons déjà parlé dans notre vidéo sur l'Antarctique, puisque c'est lui qui a émis l'hypothèse de la sphéricité de la Terre à partir de ses observations des éclipses lunaires. Bref, cet homme touchait à tout, et notamment à la philosophie politique. Aristote introduit la notion de constitution dans sa philosophie comme étant l'ensemble des lois qui assurent la réglementation et la répartition de l'autorité dans la cité. Il identifie 3 types de constitutions qu'il établit selon le niveau de partage du pouvoir. Il y a donc des constitutions avec une seule personne au pouvoir, certaines avec un petit nombre de personnes au pouvoir, une élite, et d'autres constitutions où la multitude des citoyens exercera le pouvoir. Ensuite, il établit la qualité de ces régimes. Pour lui, pas de jugement de valeur à partir du nombre de personnes qui se partagent le pouvoir, mais plutôt à partir de l'objectif des gouvernants. Si les gouvernants ont pour objectif l'intérêt commun et le bonheur collectif, alors la cité possède une bonne constitution. Aristote nomme ces bonnes constitutions la monarchie pour une seule personne au pouvoir, l'aristocratie pour une élite au pouvoir, ou la république ou politie pour la multitude. En revanche, lorsque l'intérêt collectif n'entre plus en ligne de compte pour les gouvernants, les constitutions ou les régimes entrent dans leur déviance, c'est-à-dire leur côté obscur. Ainsi, si un roi agit en despote dans son propre intérêt, la monarchie se transforme en tyrannie. Si l'argent remplace le mérite comme déterminant de l'élite au pouvoir, l'aristocratie se transforme en oligarchie, et si la multitude est manipulée par les démagogues, la politie se transforme en démocratie. Notez que Aristote n'est pas contre l'exercice de fonctions politiques et le vote de la part des citoyens. Ce qu'il dénonce, c'est la démagogie. Ce que nous appellerions populisme, Aristote appelle cela la démocratie. Attention, Aristote établit là un modèle purement théorique. Il sait parfaitement que dans la réalité, les cités ont tendance à mixer les différents types de constitutions. Ainsi, une monarchie peut avoir des instances oligarchiques. C'est le cas pour Sparte.
Une démocratie peut également avoir des instances de type aristocratique. C'est le cas d'Athènes. De plus, une cité ne reste jamais figée politiquement. Elles peuvent voir différents types de constitutions se succéder. Athènes, par exemple, est passée de monarchie à oligarchie et d'une oligarchie à une démocratie. C'est donc le bon exemple. Maintenant que nous avons vu la diversité de la pensée politique du monde grec de l'Antiquité, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la cité d'Athènes. Nous allons donc commencer par faire la chronologie des différents régimes qui se sont succédés à Athènes. Alors, nous allons établir une frise chronologique sur laquelle nous allons répartir les différents régimes qu'Athènes a connus successivement. On va partir du Xe siècle avant Jésus-Christ. Entre le Xe siècle et le milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est une monarchie. Puis, du milieu du 8e siècle jusqu'en moins 561, Athènes est une oligarchie. En moins 61, l'oligarchie prend fin par la prise de pouvoir de Pisistrate, qui exerce alors un pouvoir personnel. Et comme sa prise de pouvoir fut faite par la force, son régime est décrit par les sources comme étant une tyrannie. À la mort de Pisistrate, c'est son fils Hippias qui lui succède. Mais l'homme étant considéré comme incompétent, il est écarté du pouvoir en moins 510. Entre 510 et 508 avant notre ère, les choses sont un peu floues. On pense que l'aristocratie athénienne a bien essayé de reprendre les rênes du pouvoir. Mais cette aristocratie étant affaiblie, elle ne put empêcher l'avènement de la démocratie. Athènes est donc une démocratie entre 508 et 322 avant notre ère. Même si, vers la fin, certaines crises mirent des parenthèses oligarchiques. En moins 411, par exemple, avec le coup d'État des 400, ou encore entre moins 404 et moins 403, avec l'occupation militaire de Sparte, qui imposa à Athènes un régime oligarchique suite à sa défaite dans la guerre du Péloponnèse. Maintenant que nous avons vu l'évolution politique de la cité d'Athènes, nous allons nous pencher sur le régime qui a fait la particularité de cette cité, la démocratie directe. C'est en 508 avant notre ère que la démocratie fut instaurée à Athènes, les crises successives ayant affaibli l'aristocratie. Clisthène, un réformateur justement issu de l'aristocratie, fut paradoxalement l'homme qui posa les premières pierres de la démocratie. Alors, Clisthène commença par modifier les structures politiques d'Athènes, fondées à l'époque sur la fortune et les liens familiaux. Il les remplaça par une répartition territoriale. Et cette répartition peut vite être compliquée si on n'est pas concentré. Oh Alors ça là, fait je mal. crois qu'il va nous falloir un petit schéma. Mais le mec, quelque chose. il Non, m'envoie parce un que Clisthène. c'est terrible parce que dès qu'on parle des Il Grecs, s'en fout. il y a un moment où c'est Il compliqué. m'a envoyé un Clisthène. Ah non, mais je te jure, là, Bon, déjà, je pense qu'on a perdu la moitié avec Aristote, mais là, on va je vais faire on va le schéma. pas mal quand même, je pense. Clisthène divisa l'Attique, c'est-à-dire la cité d'Athènes et sa région, en une centaine de dèmes, répartis sur 3 aires. Une aire urbaine, l'Astu, une aire rurale, intérieure, la Mésogée, et une aire côtière, la Paralie. Chaque dème faisait partie d'une tritie, et chaque aire possédait 10 trities. Les trities étaient ensuite regroupées en tribus. Une tribu correspondait à l'association de 3 trities, une de chaque aire. Ce découpage permit à des citoyens de conditions différentes, cultures sociales différentes et même d'intérêts différents, à travailler ensemble pour l'intérêt collectif. Alors, ce découpage est essentiel pour le fonctionnement de la démocratie athénienne puisqu'il permet le tirage au sort. Par exemple, chaque tribu envoie 50 citoyens pour la bouler. 50 multiplié par 10, ça fait 500 membres pour cette institution. Athènes est une démocratie directe. Cela signifie que tous les citoyens participent à la vie politique, soit par la prise de décision lors des votes à l'Assemblée, soit par l'exercice d'une fonction politique. L'Ecclésia est le cœur battant de cette démocratie. Il s'agit de l'Assemblée des citoyens qui se réunissent sur l'apnix
et qui assure le pouvoir législatif. Plusieurs principes régissent l'Ecclésia. L'iségorie, c'est-à-dire l'égalité dans la prise de parole, et l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité dans le vote et l'accès aux fonctions politiques. C'est aussi dans cette assemblée que sont tirés au sort les membres de deux institutions de la démocratie athénienne. On tire au sort dans l'Ecclésia 500 citoyens, 50 par tribu, qui vont siéger pendant un an dans la boulée. Il s'agit d'une assemblée législative restreinte qui prépare les projets de loi pour les séances de l'Ecclésia et qui s'assure que les lois votées par l'Ecclésia soient correctement appliquées. Les bouleutes, c'est-à-dire les membres de la boulée, sont obligés d'abandonner leur travail pour une durée de 1 an afin de se consacrer pleinement à cette fonction politique. Sauf que vous aurez compris que les citoyens les plus pauvres ne pouvaient pas se permettre d'abandonner leur travail. Alors, pour régler ce problème, Périclès, un magistrat athénien, instaura une rémunération pour les membres de la boulée, le mistos. Au sein de l'Ecclésia, on va également tirer au sort les membres de l'Héliée, c'est-à-dire le tribunal du peuple qui représente le pouvoir judiciaire. L'Ecclésia a aussi pour fonction d'élire les stratèges. Il s'agit de magistrats qui se chargent d'appliquer les lois votées par l'Ecclésia qui assurent la bonne gestion des affaires économiques et militaires. Ils sont donc détenteurs du pouvoir exécutif. Et c'est pour cela qu'ils doivent rendre des comptes à la boulée ainsi qu'à l'Ecclésia. Vous aurez donc compris que la participation directe des citoyens à la vie politique, la séparation des pouvoirs ou encore le tirage au sort furent au cœur de la constitution athénienne. Ce tirage au sort était possible grâce aux réformes de Clisthène, mais également grâce à un objet tout particulier à la démocratie athénienne, le clérotérion. Le clérotérion était un instrument de tirage au sort. Utilisé dans la démocratie athénienne antique, elle permettait de désigner des représentants exécutifs, législatifs et judiciaires parmi les citoyens athéniens. L'instrument serait composé d'une dalle, de 2 colonnes latérales, d'une sorte d'architrave en partie haute et d'un socle. L'objet serait en bois ou en pierre et présenterait en son centre de multiples rangées de fentes disposées sous des lettres gravées et dédiées à l'emplacement des pinakia. Les pinakia étaient des tablettes en bronze ou en bois, souvent en buis, un bois dur pour résister aux nombreuses utilisations, sur lequel était inscrit le nom du citoyen ainsi que le nom de son dème. Sur le côté était intégré horizontalement un tube de bronze muni d'un système de clapets en partie basse et d'un entonnoir évasé creusé dans l'architrave. Le principe est simple. Le tirage au sort du tribunal du peuple s'organisait par tribus. Clisthène ayant réorganisé le corps civique en 10 tribus, elle-même subdivisée en 10 sections portant les 10 premières lettres de l'alphabet, 2 clérotérions de 5 lettres étaient disposés côte à côte afin de représenter chaque tribu. Les clérotérions étaient disposés de manière visible face aux citoyens lors des tirages au sort. À la base de ces derniers étaient disposés 10 paniers, chacun portant le nom d'une tribu et contenant les pinakas des citoyens souhaitant candidater. Les pinakas du premier panier étaient insérés dans la première colonne, puis les pinakas du second panier dans la seconde colonne et ainsi de suite jusqu'au dernier. Le magistrat y introduisait un mélange de billes, blanches et noires, à l'intérieur de l'entonnoir. En actionnant le clapet, une bille tombait. Si celle-ci était blanche, tous les citoyens de la ligne étaient retenus pour un rôle politique. En revanche, si elle était noire, tous les citoyens de la ligne étaient récusés et les pinakas étaient retirés. Le procédé était répété jusqu'à atteindre le nombre de citoyens désignés. Cet objet de l'Antiquité était imaginé afin de permettre aux citoyens athéniens d'assurer l'égalité et de prévenir de la corruption. Bien qu'intéressante, la conception athénienne de la démocratie présente quelques limites. La démocratie athénienne, ce n'est pas le pouvoir du peuple, mais le pouvoir des citoyens. Donc se pose la question de la citoyenneté. 40 000 citoyens sur 300 000 habitants, c'est pas tellement ce qu'on peut appeler le pouvoir du peuple. Et pour cause, les femmes sont exclues de la citoyenneté. Pour être citoyen, il faut être un homme majeur né de 2 parents athéniens. Les étrangers sont aussi mis à l'écart, même s'ils sont nés à Athènes, qu'ils participent à la vie économique, ils sont exclus de la prise de décision politique. Et puis, il ne faut pas oublier les esclaves, qui représentent quand même un tiers de la population athénienne
et qui sont considérés au même titre que les biens matériels. Donc les hommes sont libres et citoyens, les femmes sont libres mais ne sont pas citoyennes, les étrangers ne sont pas citoyens mais sont libres et les esclaves sont ni libres ni citoyens. Et puis il y a un élément plus logistique et matériel. On sait aujourd'hui qu'il y avait à peu près 40 000 citoyens à Athènes. Et selon les archéologues, l'Apnyx, qui est le lieu où l'Ecclésia se rassemblait, ne pouvait accueillir que 6 000 personnes. Ce qui veut dire qu'il y avait 34 000 citoyens qui ne pouvaient pas participer aux séances de l'Ecclésia. La démocratie directe, c'est peut-être bien, mais il y a quand même un risque de démagogie, c'est-à-dire que le peuple puisse être manipulé pour servir les intérêts de certaines personnes. Et puis, comme le souligne Platon, on peut s'interroger sur la capacité des citoyens à exercer des fonctions politiques complexes ou même à prendre les bonnes décisions politiques. Un nombreux assemblage de gens, quels qu'ils soient, ne saura jamais s'approprier assez parfaitement une telle science, celle du gouvernement, pour être capable d'administrer une cité avec intelligence. C'est au contraire à un petit nombre qu'il faut demander de constituer l'unique régime politique juste. En gros, pour Platon, la politique est une science, au même titre que la médecine. Et donc, tout le monde n'a pas les connaissances techniques et théoriques pour exercer une fonction politique ou prendre les bonnes décisions politiques. Si Athènes était une démocratie en son sein, il n'en fut pas de même pour sa gestion de la Ligue de Délos. Mais ça, c'est une autre histoire.